Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand. Salut c'est Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui avec le temps a développé une petite habitude, celle de prendre le temps justement de revenir sur des films vus et parfois commentés dans le cadre très spécifique du Festival de Cannes. Une fois l'euphorie et les circonstances particulières de la grand-messe du ciné mondial passées, il n'est pas inintéressant de se poser à quelques mois de distance pour évoquer lors de leur sortie en salle les films qui ont marqué la dernière édition en date. Parmi ceux-ci, Les Misérables de Lajli dont on va causer là tout de suite avec un trio de Jean Valjean de la critique, Julie Le Baron, salut Julie. Salut Thomas. Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas. Et Perrine Kenson, salut Perrine. Salut Thomas. C'est nos ciné épisode 209 et c'est parti. Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît. Les Misérables donc propose une plongée sur les traces de Stéphane, flic de son état, incarné par Damien Bonnard, qui quitte la Normandie où il officiait jusque-là pour rejoindre l'Île-de-France et se rapprocher de sa famille, de la mère de son fils. Il se retrouve à Montfermeil en Seine-Saint-Denis, intégré à la BAC, la brigade anti-criminalité, une équipe aux méthodes musclées, et un incident va tout faire basculer. Ici, c'est notre vie. Toi, tu débarques, nous, ça fait 10 ans qu'on est là. On est les seuls à se faire respecter. Eh les gars, soleil De quel respect tu me parles? Les gens d'ici, ils ont peur de vous, c'est tout. T'auras jamais l'esprit bac, toi. Parce que je joue pas au cow-boy. Ce que t'as pas compris, c'est que justement, on joue pas, nous. Derrière la caméra, c'est Lajli, on l'a dit, dont c'est le premier long métrage après des débuts au sein du collectif Courtrage-Mais de Romain Gavras et Kim Chapiron. Et outre Damien Bonnard au casting, on trouve Alexis Mananti, Djibril Didier Zonga ou encore Issa Perika et Jeanne Balibar. Votre avis sur Les Misérables, les amis? Tiens, Perrine. Oui, très bien. Bonsoir, Perrine. Bonsoir. Je t'as dit le premier film de Lajli et c'est vrai que ça me fait un peu tiquer parce que c'était la grande question, est-ce que c'est un premier film ou pas, puisqu'il était déjà sur à voix haute en co-réalisation, Ouais. et c'est pour ça d'ailleurs qu'il ne concourrait pas à la Caméra d'Or cette année à Cannes. C'est son premier long métrage solo. Son premier métrage solo, clairement, qui est tiré donc du court métrage du même nom, hein, si je ne dis pas de bêtises. Et moi, j'ai pas revu le film depuis Cannes. Et donc, la question que je me posais, c'est qu'est-ce qui va m'en rester, en fait, quelques 6 mois plus tard. Est-ce que vraiment l'impact, il sera toujours aussi fort, en fait? Et le fait est que, oui, je reste avec j'ai rien oublié, très bizarre, mais j'ai peu oublié en tout cas le film. Après, de là à aller dans des précisions absolues, je suis pas sûre. C'est avec plaisir que je le reverrai, mais l'impact, la puissance que j'ai ressentie au moment du visionnage cannois reste totalement intacte. Ce qui m'avait particulièrement frappé au moment de la vision, c'est cette construction un petit peu en 3 actes, littéralement du film, un peu comme une sorte de pièce de théâtre qui va vraiment dégénérer pour arriver jusqu'à une sorte de minuit moins 1 avant le drame, et quand est-ce que le drame va arriver et qu'est-ce qu'on peut faire pour l'en empêcher? Vraiment, le film se termine, je ne dirais pas ce qui se passe à la fin, mais le film se termine avec un point d'interrogation. En gros, c'est et maintenant, on fait quoi? Et c'est ultra puissant. C'est vraiment Lajli, c'est un cri du cœur, c'est ultra violent. Mais ce qui m'a encore plus taraudé finalement avec le temps qui passe, c'est la question du point de vue et surtout la question de la surveillance, en fait. Puisque donc on suit ces 3 personnes de la BAC qui donc sont là pour un petit peu circuler donc dans Montfermeil, surveiller les habitants, surveiller les tensions, essayer d'étouffer aussi ces tensions-là, de les garder en cocotte minute. Hein. Le but du jeu, c'est que ça déborde pas, c'est de faire sortir la fumée de temps en temps, mais que ça déborde pas. Donc ils ont un petit peu cette puissance de la surveillance. C'est eux qui représentent l'autorité, c'est eux qui représentent finalement ce point de vue-là. Et on comprend bien qu'il y a une petite vie interne, etc., que c'est une ville dans la ville, c'est un monde dans le monde. C'est assez intéressant la façon dont Lajli nous pose ce monde-là que finalement on ne veut pas regarder, qu'on ne regarde pas. Mais le point de vue va changer au cours du film, en fait, avec l'utilisation, et ça c'est assez intelligent, l'utilisation de la mise en scène et d'une caméra différente qui est celle du drone. Le drone qui est l'un des gamins dans le film qui joue avec son drone pour aller regarder les filles se changer. Oui, bon, c'est un jeune adolescent, pourquoi pas. C'est pas bien, mais pourquoi pas. Et le fait est que d'un seul coup, ce gamin-là qui normalement est surveillé, c'est lui qui est surveillé par les flics, c'est lui qui va d'un seul coup représenter la surveillance, c'est lui qui d'un seul coup va mettre les flics à l'amende, en fait. C'est lui d'un seul coup qui va être ce point de vue, ce regard en hauteur, qui va avoir un point de vue en haut, un point de vue plus reculé, c'est-à-dire d'un seul coup plus macro, au lieu d'être dans le micro, ce qu'on est depuis le début avec la BAC qui circule. Lui, il a un point de vue plus général, et d'un seul coup, le point de vue, la force change, la force change de camp. Et c'est ce basculement-là que filme Lajli, à un moment donné, et il dit « Attention,
ça va basculer, c'est déjà en train de basculer, et en même temps, est-ce que ça serait pas normal que ça bascule ? Et le rapport de force doit peut-être changer. Et c'est un film qui est ultra militant, c'est un film qui est ultra fort, on compare à La Haine, évidemment, on y pense quand on regarde le film, mais c'est un film qui n'oublie pas que La Haine a quasiment 30 ans, et que maintenant, on est dans les descendants de ces gamins-là, et que la situation n'est pas arrangée, elle a même largement empiré, et il montre bien que, avec ce point de vue un tout petit peu extérieur, en prenant le recul, en regardant la géographie des lieux, en regardant les forces, les forces en mouvement au sein de ce mini-monde qu'il nous décrit, que, en tout cas, c'est comme un truc d'alchimie, les tuyaux s'inversent, tout s'inverse, et je trouve que ça reste un geste de cinéma, un geste déjà politique très fort, mais surtout un geste de cinéma très très fort, notamment avec cette utilisation diégétique du drone, en fait, qui est vraiment très très forte. Julie ? Oui, y a plusieurs trucs sur lesquels j'aimerais revenir par rapport à ce que tu as dit, Perrine. Mais alors moi, déjà, il faut dire que j'ai une réaction beaucoup plus à chaud parce que le film, je l'ai vu ce matin, j'ai pas eu le temps de complètement le digérer. Ouais, mais c'est sûr que ce qui en ressort, il y a des images très fortes, des scènes que j'aurais pas oubliées d'ici 6 mois, c'est certain, et en particulier la fin, donc le point culminant, même si ça se termine sur un point d'interrogation, c'est vraiment l'acte 3, j'ai trouvé effectivement très fort. Ce que j'ai bien aimé dans ce film, parce que on peut quand même partir un peu craintif, parce que c'est un film qui va traiter de problématiques qui font écho directement à l'actualité. C'est un film où il peut être difficile de faire preuve d'une certaine justesse. Et là, je trouve qu'effectivement, Lajli a été très juste. Et bon, forcément, ça découle du fait que c'est pas le point de vue d'un outsider, comme c'est souvent le cas. C'est parfois le cas dans des films de banlieue, où c'est le point de vue d'un outsider, donc qui a tendance à soit sombrer dans le misérabilisme, soit romanticiser un peu la chose. Là, pas du tout, et donc ça découle, comme tu l'as dit, de son court-métrage donc du même nom, Les Misérables, où justement, en fait, Lajli se trouvait dans la peau du gamin au drone et donc avait filmé une bavure policière donc, qui avait eu lieu en 2008 à Montfermeil. Et donc ce que j'ai beaucoup aimé là-dedans, c'est que il y a vraiment une nuance dans l'écriture des personnages, peut-être à l'exception de celui de Damien Bonnard qui est un peu plus caricatural que les autres. C'est vraiment ce newbie qui débarque dans la BAC. En fait. C'est ça. Exactement. Il nous représente, nous, Damien Bonnard. Ouais, c'est ça. Et j'ai vraiment bien aimé en fait comment les personnages étaient traités. Et finalement, c'est pas un simple film flic versus jeune de cité. Il y a vraiment aussi, comme tu l'as dit, ça montre tous les petits arrangements qui peuvent se mettre en place entre différentes personnes. Et j'ai vraiment trouvé ça très juste et en plus servi par des acteurs que j'ai trouvé vraiment tous exceptionnels. Les gamins, j'ai trouvé vraiment super, quoi. Et encore une fois, donc le drone fait partie de l'histoire, donc on se rend compte que donc les flics peuvent également être surveillés, mais c'est aussi une bonne excuse pour glisser quelques plans aériens et filmer la banlieue comme on le fait peu, quoi. Mais ouais, j'ai un très très bon ressenti sur ce film. Stéphane, toi aussi c'est très frais, vous l'avez vu? Ouais, on l'a vu ce matin. Moi, je trouve qu'on pense un peu plus qu'un peu à La Haine, en fait. Je pense que eux ont pensé beaucoup à La Haine aussi quand ils ont fait le film. C'est normal, c'est Courtrage-May, c'est leur culture, ils viennent de là, ils ont été parrainés par Kassovitz et compagnie. Donc voilà. Ce qu'il y a de bien, c'est que vraiment, c'est un film de cinéma. C'est-à-dire, quoi qu'on pense de ce collectif, et moi, il y a plein de tics de mise en scène qui m'horripilent, en fait, parce qu'ils sont vraiment dans l'énergie du moment, et c'est un euphémisme pour dire que c'est moche, ce qu'ils ont fait à une certaine époque, mais ils découvraient, et en fait, ils ont appris sur le tas. Et ça, tu peux pas leur enlever. Et en fait, Lajli, il est dans ce même mouvement que Kim Chapiron, que Romain Gavras. En fait, il a cette façon de vouloir raconter quelque chose visuellement par l'image, ce qui, finalement... je vois peut-être pas assez de films français, mais c'est assez rare. Voilà. Donc le truc, c'est que ça, il faut le préciser, en fait. C'est-à-dire que c'est un vrai film de cinéma, c'est effectivement pas un espèce de truc prise en vue directe, caméra à l'épaule. Il y en a un peu, il y a des trucs comme ça, voilà. Après, quand je dis s'il pense un peu plus qu'à La Haine, c'est que je pense que c'est vraiment... Kassovitz, ça fait quelques années qu'il dit qu'il pense à faire la suite de La Haine. Suite, c'est une façon de parler, parce que ça sera pas avec les mêmes personnages et tout. Mais en tout cas, si ça, c'en est pas une, ils lui ont un peu damé le pion. C'est un film miroir, vraiment. C'est-à-dire que si tu prends La Haine et que c'est une chronique comme La Haine d'une journée à peu près, je veux dire 24 heures en tout cas, c'est à peu près ça, moins éventuellement la scène finale, du point de vue de 3 banlieusards, enfin zonards et tout, et là c'est 3 flics. Donc en fait il y a vraiment, c'est le point de vue inversé, avec des éléments, encore une fois, qui se répondent totalement. Le coup du drone, certes c'est intradigétique dans le film, c'est lié, voilà, ce qui n'était pas le cas dans La Haine, mais dans La Haine il y a un plan de drone, entre guillemets. C'est-à-dire, il y a vraiment un plan de vue aérienne comme ça,
qui a marqué beaucoup de gens quand le film est sorti à l'époque. Et je pense que eux, Lajli en tant que cinéaste et en tant que il s'est dit je pense que quand il a vu ce plan-là à l'époque, il s'est dit c'est possible en fait de filmer un endroit qui ressemble à chez moi et en fait de le filmer de cette manière-là avec un certain appareillage, et du coup en fait je pense que ça a dû germer quelque part dans son cerveau et il l'a réintégré dans le film, il en a fait quelque chose quoi. Il y a ça, il y a alors le coup du lion. Il y a un lion en fait qui s'échappe, qui a été volé. C'est du vécu aussi. C'est du vécu, mais en fait c'est encore une fois c'est intégré, c'est-à-dire qu'il y a pas de lion dans La haine, mais il y a un moment donné où il voit une vache en fait, voilà c'est ça, et il y a tout un espèce de truc où tu joues en fait, si tu veux le film joue beaucoup je trouve avec ce que La haine a apporté. Il lui rend un véritable hommage, jusque en fait dans ce point d'interrogation final qui est exactement quasiment le même que dans La haine en fait. C'est-à-dire encore une fois je spoil pas parce que je vais pas expliquer où on en arrive pour voilà, mais c'est vraiment la même le même point d'interrogation. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, et c'est là moi où je bloque un peu sur le film, c'est-à-dire que c'est pas tant justement, en fait, on est 25 ans après La haine. La haine avait le mérite, on va dire, en tout cas, de pointer du doigt quelque chose que les médias français voulaient pas forcément voir, ou en tout cas que sous un seul prisme. Et on peut dire que ça n'a pas forcément énormément changé. Par contre, en fait, c'est exponentiel. On a beaucoup plus en fait de médias qui s'intéressent à ça très mal. Et c'est là où moi je pense que justement, pour mon goût personnel de petit, foudeur de merde, j'aurais aimé qu'il aille un peu plus loin justement dans cette scène finale et qu'ils justement ils disent pas, qu'ils laissent pas que lui en tout cas en tant que cinéaste s'impose à ce moment-là et disent faut vraiment qu'on trouve la solution, mais et pas celle en fait que faut pas vous exhorter, voilà. Donc le truc c'est qu'après il a le pouvoir limité qu'il a, c'est-à-dire un pouvoir de fiction, un pouvoir de cinéaste, mais et puis effectivement tu veux pas qu'il embrasse les banlieues, on va dire, si tu veux, mais le truc c'est que je pense quand même que voilà, il y a le deuxième point en fait sur lequel j'aimerais venir. C'est alors moi j'ai pas du tout donc suivi comment ça s'est passé à Cannes. Je crois qu'apparemment il a quand même une très très bonne réception. Il a eu le prix du jury, c'est aussi des bêtises avec Bacurao. Ce qui est très bien pour un film de cinéma, mais pour un film avec ce sujet-là, je comprends pas pourquoi on envoie ce film à Cannes, à part le fait que c'est un film de cinéma, donc ce qui est totalement légitime dans l'absolu. Pour moi, c'est tellement pas le public de ce film-là, c'est tellement pas les gens à qui ça s'adresse. Je pense que les gens qui voient le film là-bas, pour la plupart, ils vont faire oui, d'accord, si tu veux, ils vont pleurer un petit peu sur l'histoire, et puis en fait, ils vont oublier. Et je pense que là où le film il va avoir une vie qui va être vraiment intéressante, c'est la semaine prochaine, là aujourd'hui, en l'occurrence on enregistre une semaine avant, mais le jour de la sortie, et de voir que le public qui est censé être concerné par le film va vraiment se l'approprier. Ça va vraiment être intéressant, parce que c'est un peu ce qui s'est passé à l'époque de La haine, c'est-à-dire que il y a eu une récupération politique à ce moment-là, des discussions avec Chirac et compagnie, etc. Mais on s'en fout en fait. Eux, c'est juste de la politique. Ils vont aborder le truc comme ça. Ils vont dire oui, c'est vrai. Il faut faire attention, etc. Mais en fait, il y a rien qui a changé. Ce film-là le démontre. Donc, ça va vraiment être intéressant de savoir comment, d'un point de vue social, en fait, ce film va être perçu par les gens concernés, quoi. Et c'est là, moi, où je trouve que le film peut avoir un véritable impact. Et c'est ce qui m'intéresse le plus presque, parce que disons qu'en tant que film de cinéma, c'est bien fait, c'est un bon film, c'est bien fait, c'est pas du tout voilà, mais c'est vrai que c'est difficile d'en parler juste d'un point de vue purement cinématographique. C'est-à-dire que si j'en parle d'un point de vue cinématographique, pour moi c'est moins fort que La haine, c'est-à-dire moins fort cinématographiquement, moins maîtrisé, mais disons que, il y a beaucoup de renvois, il y a vraiment des trucs de construction assez voilà. Il y a le film fait référence aux Misérables de Victor Hugo. Ah bon non mais à un point où si tu veux, non mais le truc qui est intéressant, c'est qu'il en fait référence parce qu'il en fait référence de manière encore une fois un trait adigétique. Ils en parlent littéralement au début du film. Voilà. Sauf que tu as le personnage de gamin qui subit la bavure, c'est Gavroche. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que en fait, il est tombé par terre. Voilà, c'est la faute à Voltaire. Voilà, ils le disent explicitement dans le film, parce que le flic lui dit qu'est-ce qui t'est arrivé. Et t'es tombé par terre, on est d'accord, tu vois. Et le gosse il fait oui, je suis tombé par terre. Voilà, donc il y a un truc où l'idée en fait de traiter ça et en fait de donner une vie à Gavroche derrière, à ce Gavroche là derrière. Ça, c'est intéressant. Mais encore une fois, on sort quelque part du renforcement, cinématographique pour rentrer dans le social. Et c'est là, en fait, où je pense que le film aurait pu aller un peu plus loin.
Il le fait, hein. Il y a des trucs vraiment, voilà, pour le coup, vraiment, il ne faut pas spoiler, je pense, on évite. Mais non, je dis ça parce qu'on a l'habitude de le faire ici. Voilà. Surtout toi. Surtout moi, ouais. C'est une auto-injonction. Mais le truc, c'est que voilà, je pense que à partir du moment où il a pris ce point de vue-là, et il a décidé d'aller dans cette direction-là, je pense qu'il aurait pu aller encore plus loin. Perrine, oui. Non, ce qui m'intéresse, oui, je donne la parole. Monsieur. Oui, monsieur. Non, ce que je trouvais intéressant, tu disais, il pourrait peut-être aller plus loin, etc. Moi, il me fait penser d'une certaine manière. Alors, c'est pas filmé du tout de la même façon, c'est pas du tout la même chose, mais il me fait penser un peu à Ken Loach, en fait. C'est-à-dire, Ken Loach en Angleterre, c'est quelqu'un qui va plutôt, qui a passé sa carrière à filmer une catégorie de personnes qui sont la classe populaire, qui sont le prolétariat en particulier, l'école bleue, c'est eux qui va filmer. Et il a vraiment, il prend fait et cause pour ces gens-là. C'est quelqu'un d'engagé politiquement, lui aussi, il n'en fait pas mystère du tout. Donc c'est quelqu'un qui aura utilisé son cinéma pour braquer la lumière sur ça. Et donc, à la fois, on pourrait dire, oui, mais bon, c'est bien, Ken, c'est mignon, tout plein, ça fait depuis les années 80 que tu fais ça, et il n'y a pas grand-chose qui a franchement changé pour la classe populaire en Angleterre. Les situations qu'il décrit sont du coup de pire en pire. Elles sont même de pire en pire. Là, il suffit de regarder la différence entre moi, Daniel Blake, et Sorry We Missed You, on voit qu'on a passé encore un cap de conneries. Mais le fait est que c'est nécessaire à un moment donné que des gens braquent cette caméra. Donc oui, peut-être que le public cannois, et encore le public cannois, c'est un bel éclairage en réalité, parce que ça met le film sur le devant de la scène, ça fait parler de lui d'une façon ou d'une autre, ça fait un peu de publicité autour de ce film-là. Bonne ou mauvaise, c'est pas la question, au moins on en parle. Et le fait est que je suis tout à fait d'accord avec toi quand tu dis qu'il faut que les gens qui sont concernés par le film, et encore je trouve qu'il parle des banlieues, mais il parle en réalité de la société française en général, qui est au bord de l'implosion, les gilets jaunes et tout ça, on rentre dans la même catégorie. Et le fait est qu'il montre que c'est quand même une société qui est au bord de l'implosion, c'est tout. Et donc, oui, moi j'ai envie que les gens qui sont concernés et le regardent et se l'emparent, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais il faut aussi, comme le fait Ken Loach, d'une certaine façon, braquer cette caméra-là pour le montrer à ceux qui sont les décisionnaires, les politiques, même si derrière l'action, elle ne va pas être directe, elle ne va pas être immédiate, etc. Le fait de leur mettre le nez dedans, à un moment donné, moi ça me fait du bien, même si à un moment donné, ils vont pincer le nez ou ils vont regarder ailleurs, au moins on ne pourra pas dire on ne vous a pas prévenu, on ne vous a pas montré. Et en plus, montré par quelqu'un, comme disait Julie, et elle a raison, quelqu'un qui n'est pas extérieur à ces histoires de banlieue, quelqu'un qui vient de ce milieu-là, qui vient de Montfermeil, qui sait de quoi il parle. Il n'est pas en train c'est pas un gars qui est né dans le 16e et qui s'est dit tiens, au fait, c'est comment la banlieue et pas la mienne. Je suis pas de Neuilly, quoi. Enfin, l'idée, et je pense que c'est en ça un film très intéressant et je pense que n'importe quel public doit le voir et doit s'en emparer. Et moi, je serais pour de faire presque une projection en mode orange mécanique avec les politiques pour qu'ils regardent bien ça dans les yeux. Quoi. Déjà, ça marchera pas. Et puis le deuxième truc, c'est que surtout, la différence avec Ken Loach, c'est que Ken Loach, pour le coup, il est vraiment engagé. C'est-à-dire que moi, j'ai pas vu toute sa carrière, hein. Il fait un film par an ou deux, un film tous les 2 ans. Et le truc, c'est que les quelques films que j'ai vus, il fait absolument, littéralement pas de mystère sur son opinion politique. Voilà. Ce qui est un peu plus le cas de Lajli, non pas en fait qu'il fasse du mystère, mais par contre en fait il laisse la porte ouverte en fait on va dire pas l'interprétation, aux possibilités de réconciliation, on va dire. J'ai envie de dire. Le truc, si tu veux, c'est que à partir de ce moment-là, la haine faisait exactement la même chose. Hein. C'est-à-dire que la haine, à part le trio de Zonard, il y avait le bon flic, le mauvais flic, tu vois, etc. Donc au bout d'un moment, tu as envie de dire, ouais, mais là, il faut un point de vue vraiment. Alors, à l'époque, braquer une caméra sur ça et de dire, voilà, ça existe, arrêtez d'aller voir ailleurs, c'est une chose. C'est légitime. C'est tout aussi légitime avec Les Misérables, c'est pas le problème. Le truc, c'est que moi, dans mon point de vue, je pense qu'il aurait dû aller un peu plus loin. Parce que Ken Loach, par exemple, lui, il va plus loin. Ken Loach, cinématographiquement, il ne m'intéresse pas du tout. Il filme tout le temps de la même manière. Par contre, c'est quelqu'un, effectivement, qui a un point de vue sur ça, humaniste. Et s'il y a quelque chose qui découle de son cinéma où tu t'es pris aux tripes, c'est parce qu'il croit vraiment profondément dans les personnages qu'il filme. Il sait qu'il les connaît et il leur donne vraiment une porte. Là, il y a une différence. Le truc, ce que je veux dire, c'est que pour moi, le fait de montrer ce film à Cannes, encore une fois, c'est pas. Je veux pas pointer ce film du doigt en disant c'est un problème de montrer ce film à Cannes. C'est pas ça. Mais ça va servir beaucoup à Lajli, comme la nomination aux Oscars ou ce que vous voulez, etc., etc. Ça va lui servir à lui et très bien pour lui.
Mais en fait, ça va pas servir au sujet, ça va pas servir au truc social. Ça, c'est juste pour moi, c'est ce que moi j'appelle la discrimination positive en fait sur le sujet. C'est bon, bah on l'a parlé, on l'a fait. Regardez, on fait pas que des films machin, tu vois, 2 pièces Saint-Germain. Mais comment dire, le problème derrière, c'est que oui, enfin voilà, mais comme la haine à l'époque, hein, c'est-à-dire que Kassovitz, pour le coup, il avait un espèce de rapport, il y allait, mais il avait un rapport honnête, ça lui cassait les couilles, il avait pas envie en fait. C'est-à-dire qu'on lui a dit il faut y aller parce que c'est bon pour le film. Indéniablement, c'est bon pour le film, comme c'est le cas de Misérables. Maintenant, est-ce que par rapport au sujet, c'est bon ? Ça, j'en doute vraiment. Et 25 ans après, en plus, oui, clairement. Quoi. Mais à ce sujet, justement, toi, tu dis que le film laisse la porte ouverte à des possibilités de réconciliation. Moi, j'avoue, je vois pas. Non, quand je dis réconciliation, ce que j'entends, en fait, pas de réconciliation, pardon. C'est le terme est mal choisi. C'est plus, à partir du moment où on dit qu'est-ce qu'on fait maintenant, je pense que Lajli, il aurait pu, dans son cinéma en tout cas, apporter une réponse beaucoup plus fermée. Ouais, voilà, pour moi, c'est pas le rôle du cinéaste. Et puis en plus, il prend vraiment parti, en fait, puisqu'à la fin... C'est le rôle de Ken Loach. Il le fait, par exemple. Ken Loach, il donne pas vraiment de réponse. Ken Loach, il pointe vers le problème. Il dit, le problème, c'est ça, agissez, bon sang. Et là, c'est un peu la même chose. Quand on est à la scène finale, et encore une fois, je ne spoilerai pas, la scène finale, il y a quand même vraiment un parti pris. D'un seul coup, c'est vraiment... une partie de la population contre beaucoup d'autres gens et contre tout un système global et c'est vraiment intéressant, c'est-à-dire que d'un seul coup il prend un vrai point de vue et je pense pas, alors déjà je pense pas que ce soit son rôle d'apporter une solution, mais en plus j'ai pas dit ça hein. non mais d'accord, mais je veux dire c'est pas tout à fait son rôle ni de la suggérer ni de voilà, mais le fait est que je trouve que là à la fin il prend quand même littéralement un parti, là où à un moment dans le film, dans la fin du deuxième acte, je me posais vraiment des questions, je me suis dit si ça s'arrête là ce film, c'est une catastrophe. Ouais, et en fait, à un moment donné, il y a ce troisième acte, et là je fais ah non, en fait j'ai compris ton point de vue, et ok, je vais bien fermer ma petite gueule. Pour être plus précis, c'est son rôle d'être plus radical que ça, pour moi. Sur un film comme ça, et sur un sujet comme ça, je pense que c'est son rôle de plus radical. Après, encore une fois, sans forcément partir du principe d'être irresponsable et d'embraser les banlieues. Oui, mais bon, après, à un moment donné, t'es pas totalement tenu d'être responsable des spectateurs non plus. Quoi, ce qu'avait pas le distributeur. Moi, la crainte que j'avais, justement, parce que il adopte le point de vue des flics, c'est qu'il y a un côté... Enfin, ce qui m'aurait vachement étonné, mais ultra complaisant, qui montre que derrière l'uniforme, il y a un homme, etc. Et justement, en fait, ce qu'il disait dans une interview que j'ai trouvé assez intéressant, c'est le fait que lui, les flics, il connaît, il a subi ses premiers contrôles quand il avait 10 ans, et il explique qu'au final, ce qu'il dénonce, c'est un système dans son ensemble, que les flics, c'est aussi des mecs qui vivent dans les mêmes quartiers qu'eux, qui n'ont pas fait d'études. Et ouais, non, là-dessus, sur vraiment, moi, j'aime en fait l'ambiguïté de la fin, en fait. Vraiment, je la trouve assez importante pour le film. Tout le monde est bon. On pourra en parler encore longtemps. Je voudrais pas vous frustrer dans vos sujet, ambitions critiques. Effectivement, le sujet est vaste, mais l'heure tourne, l'émission avance, et puis il faut quand même garder de la place pour les recommandations. Évidemment, c'est quand même la tradition dans cette émission. Les traditions, c'est important. Stéphane. Une reco ? Ouais. Tu connais l'émission ? Oui, j'en ai entendu parler. Alors, écoute, moi je vais complètement sortir du sujet parce que voilà. En fait, après ça, j'ai dit non, mais c'est vrai que je sais pas trop quoi recommander, donc je vais rester dans la logique de le cinéma français, ça peut ne pas être de la merde, effectivement, et je vais aller jusqu'à. Ça, la grande thématique. Voilà, et je vais recommander un film qui est complètement inconnu, enfin, à ma connaissance, il est inconnu, voilà. C'est en tout cas complètement oublié, qui s'appelle Simple Mortel de Pierre Jolivet, qui était un de ses premiers films en fait au début des années 90. Alors je l'ai peut-être déjà recommandé en fait c'est possible parce que 209 émissions ouais, 200 voilà. Non, moi j'oublie. Voilà. Et c'est un film de science-fiction français sur un expert en langage en fait qui découvre un langage inconnu et qui commence à creuser et qui se rend compte en fait que c'est un langage extraterrestre et qui commence à pousser en fait voilà. Et c'est un film alors sans effets spéciaux, sans rien du tout, c'est vraiment du suspense et du mystère pur. Ça joue complètement sur ça. C'est une série B, hein, pure et dure, avec une logique métaphysique très prononcée. Et c'est vraiment ça. Je crois que c'est Philippe Voltaire, l'acteur, mais c'est pour te dire vraiment. Tu vois, c'est vraiment le film. Il était sorti. Je n'avais pas entendu depuis très longtemps. Oui, c'est ça. Non, mais le film il était sorti en 91. Il a fait, je crois, 30 000 entrées France, tu vois, un truc comme ça. Oui. Et c'est vraiment une petite. Alors, il y a des soucis dans le film. Les acteurs sont pas tous très bons. Il y a quelques problèmes comme ça. Mais toute proportion gardée, je le rapprocherai un petit peu de Prince des Ténèbres de Carpenter dans cette façon, en fait, de jouer l'angoisse en fait avec vraiment le non-dit, le hors-champ et voilà. Et donc c'est un des premiers, je crois, peut-être deuxième ou troisième film de Jolivet après Force Majeure, etc. Et c'est vraiment maîtrisé en fait, en tout cas d'un point de vue cinématographique.
Et ça sort en fait dans un coffret, ça ressort dans un coffret là qui s'appelle le cinéma français c'est de la merde je crois. Enfin voilà, c'était un truc mais c'est d'un collectif en fait qui sortait des MOOC en fait sur ça. Ouais. Et ils sortent un coffret avec 10 films en DVD et il est dedans. Alors je sais pas c'est quoi les autres films, je crois que c'est pour 50 balles, donc vous avez 10 films français en DVD qui sont censés être des films un peu alternatifs. Et je sais pas du tout à quoi ressemble la copie, parce que si vous voulez le trouver, il y a un DVD qui était sorti il y a 20 ans mais qui est dégueulasse, enfin bref. Donc c'est vraiment un de ces films en fait qui est pas du tout connu ni à l'international ni en France, mais qui mérite vraiment en fait d'être découvert, quoi. Julie? J'avais pas du tout de recommandations non plus, mais donc je vais complètement sortir du sujet et en même temps je vais me raccrocher aux branches comme une professionnelle, parce que je vais parler de Brawl in Cell Block 99 de S. Craig Zahler, qui est un excellent film. Ah ouais, t'as pas aimé ? Si, boum. Ah, boum. Moi j'ai compris boum. Ah non, boum. Non, mais parce que justement, on parlait de films où comment dire, la violence n'explose pas, et qu'est-ce que ça donne quand on la laisse exploser ? Bah pour moi c'est ça, ce film. C'est vraiment donc c'est l'histoire de Vince Vaughn qui joue une espèce de mec ultra monstrueux et impassible à qui il arrive vraiment un tas de merde sans nom, quoi. Genre ça commence par il perd son taf, il se rend compte que sa meuf le trompe, il finit en prison. Il se retrouve chargé donc de tuer un mec dans cette même prison, et c'est vraiment un film qui montre ce qui peut se passer quand on pousse un mec complètement à bout, et qui se termine dans une turbo dégueulasserie pas possible et qui est un excellent film. Voilà, mais très peu de rapport avec Les Misérables, c'est juste que je l'avais en tête là. Bah c'est très bien, moi ça me suffit comme rapport, tu sais, c'est très bien. Perrine? Moi, j'ai recommandé un film de 1988, Il y a Maldon de John Barry. C'est un des premiers films de John Barry d'ailleurs en France, après qu'il se soit fait... Enfin, pas un des premiers de John Barry en France d'ailleurs, mais un des films de John Barry en France, après qu'il soit fait exclure des États-Unis à cause du McCarthyisme. Mais c'est un des premiers rôles par contre de Clovis Cornillac. Et c'est un film qui se passe donc la banlieue proche, plutôt vers Nanterre, vraiment cette banlieue-là, où un jeune homme va être accusé à tort du meurtre d'un flic qui était déjà un vrai ripou, qui comment dire, je trouve plus le mot, pas maltraité, il maltraitait quand même, mais il faisait des malversations, il rackettait, merci. Il rackettait cette jeunesse de banlieue. Voilà. Il rackettait cette jeunesse de banlieue comme ça. Et donc à la fois, John Barry fait un portrait de Nanterre, de cette banlieue proche, etc. Il filme Nanterre comme jamais on a filmé. Enfin, c'est Nanterre, la Défense plutôt, c'est par là. Il filme comme on n'a jamais filmé ce quartier-là. C'est assez fascinant, tout en géométrie et cette sensation d'emprisonnement en fait au sein de la Défense. Et surtout, il pose la question à un moment donné de la trahison, comment dire, d'être une balance ou pas être une balance, de l'honnêteté vis-à-vis de l'autre, et en même temps est-ce qu'on peut toujours mentir pour l'autre, sur la dénonciation, sur la diffamation aussi. Donc c'est à la fois ça pose des questionnements très forts, surtout au sein des histoires de gangs et de bandes. Est-ce que t'es une poucave ou t'es pas une poucave, quoi. C'est un peu cette idée là, mais jusqu'où ça peut aller, cette idée de la préservation de l'autre et si l'autre t'a trahi. Et en même temps, c'est un film sur la banlieue, c'est un film qui filme un espace qu'on n'a pas l'habitude de voir au cinéma. Et littéralement, moi, je n'avais jamais vu Nanterre filmé de cette manière-là. Donc c'est un film vraiment très très intéressant. Et Clovis Cornillac est très très bon dedans. Faites ce que vous voulez de cette information, mais c'est voilà. Il y a Maldon, c'est vraiment pas mal. Suffisamment rare qu'on le clean, c'était méchant. Pardon. C'était gratuit. Pardon, c'était gratuit. Notre temps est écoulé. Merci à tous les trois. Merci à Victor, à la technique binge.audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très vite. Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît.